sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les security tokens. On utilise le terme security token en anglais par commodité et par opposition à ce qu'on appelle les utility tokens. Donc de nouveau, hein, si c'est connu pour certains, ben, tant pis, c'est peut-être pas clair pour d'autres. Donc classiquement, partout, soit aux États-Unis ou en Europe, on fait cette différenciation entre les utility tokens et les security tokens, avec une grande différence entre les États-Unis et l'Europe. C'est que assez tôt, la SEC, tu en parleras mieux que moi, mais assez tôt, la SEC a considéré que tous ces tokens qui étaient émis à l'occasion des ICO étaient assimilables à les securities en droit américain, là où en Europe, on a eu une attitude beaucoup plus cool, on va dire, et où des régulateurs comme l'AMF, assez tôt aussi, ont considéré, en regard du droit européen, si c'est une analyse de droit européen, ont considéré que ces utility tokens n'étaient pas des titres financiers au sens du droit européen, parce que ça ressemblait plus à des bons d'achat, des vouchers, et que vendre, donc vous le savez, un ICO, c'est je vous vends des tokens que moi j'émets, hein, et ces tokens, c'est une sorte de bon d'achat qui va pouvoir être utilisé pour utiliser les services que je vais développer sur la blockchain grâce à l'argent que vous me donnez en échange de ces tokens. Et cet argent que vous me donnez, ben, soit vous me le donnez en crypto-monnaie, alors les grandes crypto-monnaies, hein, du genre Bitcoin, Ether, qui sont liquides, ou alors vous m'achetez les tokens même avec votre carte de crédit. Hein. Beaucoup d'ICO ont permis d'acheter des tokens avec des cartes de crédit. Donc, en Europe, l'AMF, mais aussi d'autres régulateurs, ont considéré que ces tokens, ce n'étaient pas des titres financiers. C'était autre chose. C'était des sortes de biens corporels, pas très différents juridiquement que des bananes, en réalité. Et du moment, bien sûr, qu'il s'agissait de vrais utility tokens, hein, et qu'il n'y avait pas un sous-jacent, que le token n'avait pas un sous-jacent qui était autre chose, qui lui pourrait éventuellement être qualifié de service financier. Ça, c'est la position européenne. Donc c'est une position qui a permis quand même à beaucoup d'ICO de se développer dans différents pays européens, sans être capturés par le droit financier. Et c'est exactement la situation inverse qu'on connaît aux États-Unis. Ça, c'est la situation actuelle. Et la situation évolue, évidemment. C'est une situation qui est évolutive. Elle est aussi évolutive en Europe. On sait que l'AMF a lancé un processus qui a abouti maintenant à un projet de loi pour soumettre les ICO à un cadre juridique ad hoc et optionnel d'ailleurs, pas obligatoire, et que d'autres pays comme Malte, très peu, mais quelques pays comme Malte en Europe ont déjà adopté une réglementation. Malte c'est obligatoire sur les ICO, soumettant une sorte de visa, un peu comme des mini-IPO. Donc vous voyez que les choses évoluent. L'ESMA, qui est le régulateur européen, et pousse également, il ne va pas jusqu'à dire il faut que les ICO soient considérés comme des securities, mais pousse quand même à une réglementation. Donc, dans 6 mois, dans 1 an, la situation aura évolué. Déjà, dans 6 mois, on aura une loi en France, la loi Pacte. Hein. Le 5 février, on l'annoncera tout à l'heure, mais il y a une autre conférence qui a lieu ici. Le 5 février, on ne parlera que de la loi Pacte, et en présence de l'AMF. Donc, je vous y invite. Vous pourrez avoir là l'interaction directement avec le régulateur. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc on doit faire cette distinction en Europe, en tout cas, entre utility token et security token. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les security tokens. Donc retenez déjà que tout ce que vous avez entendu sur la loi Pacte, toutes ces nouvelles législations qui arrivent, oubliez-les. Aujourd'hui, oubliez-les. Oubliez-les totalement. La loi Pacte, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce qu'elle ne s'applique nullement à tout ce qu'on va vous exposer aujourd'hui. Ici, on va vous parler uniquement de tokens dont le sous-jacent est un titre financier. Ou à la rigueur, ça ce sera une discussion juridique, à la rigueur, dont le sous-jacent est discutable, oui, peut-être, borderline, mais c'est bien de manière assumée qu'on parle aujourd'hui de security token, en tout cas en Europe, dès lors que le sous-jacent peut être assimilé à un titre financier. Alors pourquoi est-ce qu'on a réuni ce panel? Parce qu'on a voulu avoir un panel le plus pratique possible et d'experts qui chacun apporte son expertise dans l'émission d'une vraie opération d'STO, Security Token Offering. C'est maintenant l'expression qui est utilisée. Donc les gens qui sont autour de la table sont des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Alors évidemment c'est un marché qui est récent, donc on mentirait en vous disant qu'on a fait 250 opérations,
Mais nous sommes en train de travailler sur plusieurs opérations d'STO et nous avons réuni nos compétences. Donc nos compétences sont ici complémentaires. Voilà, c'était pour poser ce sujet. Et je dirais une dernière chose, et là je le dirais un peu en guise de réclame, c'est qu'on a aujourd'hui en France, sur les STO, sur le marché des STO, on a une opportunité tout à fait unique, qui est une sorte d'alignement de planète réglementaire, où on a deux textes de loi qui ont été adoptés presque en même temps, et qui rendent les STO une vraie possibilité de marché, parce qu'on a en même temps un décret qui a été adopté en décembre, vous avez peut-être entendu parler, sûrement entendu parler, mais un décret qui a été adopté en décembre et qui permet de manière maintenant définitive, le décret a rendu le régime opérationnel, qui permet l'émission et la cession de titres financiers via blockchain. Donc c'est la base de l'STO, pouvoir utiliser une blockchain pour pouvoir émettre et céder des titres financiers. Et on a un texte européen qui a été transposé maintenant dans le règlement général de l'AMF et qui permet en France de pouvoir faire des IPO, donc des offres publiques de titres financiers, jusqu'à 8 millions d'euros sans approbation d'un prospectus, mais en déposant simplement à l'AMF un document d'information simplifiée, un DIS. Et donc la conjonction des deux textes est très intéressante, évidemment. Est très intéressante. Parce qu'on peut profiter de la blockchain légalement pour pouvoir émettre les titres financiers jusqu'à 8 millions sans devoir être approuvé par un régulateur qui peut-être prendrait des mois, on ne le sait pas aujourd'hui, prendrait peut-être des mois à valider des opérations avec des tokens qui seraient probablement peut-être un casse-tête pour lui. Donc on a une fenêtre de tir aujourd'hui. On a vraiment une fenêtre de tir en France. Quand je dis jusqu'à 8 millions, c'est que la France, et pour une fois la France a été plus cool que les autres États européens, le texte européen permettait d'aller jusqu'à maximum 8 millions comme seuil pour permettre des IPO sans prospectus approuvé. D'accord ? La France a choisi le plafond, mais d'autres pays sont à 1 million. D'autres pays européens sont à 1 million. Les Pays-Bas, par exemple, sans être plus cool que nous, ils sont à 2 millions. Ils sont à 2 millions. Donc en dessous de 2 millions, au-dessus de 2 millions, il faut un prospectus, ou alors vous passez par des sites de crowdfunding. Mais sinon, vous avez besoin d'un prospectus. Donc nous, on est jusqu'à 8 millions. Donc c'est une vraie possibilité de marché, aujourd'hui, qui s'ouvre quand on parle d'STO. Voilà, c'était pour poser le contexte. Est-ce que, du coup, Thibaut, on peut dire que la France, aujourd'hui, est un peu plus en avance sur les STO, comme Malte a pu l'être, ou comme l'Estonie a pu l'être sur les STO? Est-ce qu'aujourd'hui, la France peut rivaliser avec ces pays-là, ou alors la France est vraiment en avant sur ces sujets-là? Alors, tu lances déjà le débat, je ne dois pas être le seul à répondre à ça, mais pour moi, la réponse est claire que la France a de très grands atouts. Elle sera toujours handicapée par sa fiscalité, par rapport à des États comme Malte, mais ça, c'est pas propre aux STO, ça c'est général. Mais cette conjonction réglementaire, elle est relativement unique en Europe aujourd'hui. Je crois que Malte, d'ailleurs, n'est pas 8 millions au niveau du plafond, par exemple. Et Malte n'a pas de réglementation sur les STO, mais sur les ICO. Il n'a pas de réglementation sur les STO, Malte, sur les ICO. Donc, Malte, de ce point de vue-là, sauf la fiscalité, n'est pas plus avancé que la France. Mais ok, merci beaucoup Thibaut. On va passer à M. Ouliou, ici présent. Paul, qui va nous parler un peu des marchés, parce que des choses existent dans les STO. Il y a déjà des projets, il y a des choses qui sont lancées, il y a déjà un marché existant. Est-ce que Paul, tu peux nous en dire deux mots rapidement Deux mots rapidement, oui, je vais aller bref. Alors la première chose, il faut tendre le coup, on ne parle pas de Bitcoin, on ne parle pas d'Ether, on parle de financiers, d'investisseurs qui souscrivent à des actifs digitaux en payant en dollars, en euros, en francs suisses, en ce qu'ils veulent, mais les monnaies qu'on connaît, en fiat. C'est le premier point. Donc on ne parle pas de Bitcoin, on ne parle pas d'Ether. Ça traite quand même déjà beaucoup de sujets. Deuxièmement, on parle d'actifs digitaux, effectivement, avec un sous-jacent financier, un droit financier. On ne parle pas du tout des ICO. On ne parle pas de trucs qu'on n'a pas tous bien compris et qui se sont globalement à peu près tous pété la gueule, cassé la figure, ou qui dans les portefeuilles valent à peu près zéro. 99% des projets étaient folkloriques. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne dans les portefeuilles. On a tous souscrit à des ICO, on a tous un peu de larmes. On savait qu'on prenait des risques, on allait chercher des rendements idiots. Bon, mais maintenant, on est dans la vraie finance. Nous, ça nous parle bien. Hein. On est des financiers,
Et si on a sauté à pieds joints dans la blockchain et dans les STO, c'est parce qu'on attendait les STO, et c'est la vraie tokenisation de l'économie, dont on parlait déjà il y a 2 ans, mais qui prend une forme avec un vrai socle financier, juridique et rationnel. Alors la première chose, pour parler du marché, ça y est, ça existe. Il y a eu plusieurs STO à travers le monde. La plus grosse, c'est Tezos, qui a levé 134 millions de dollars au mois d'octobre 2018. On a Nexo, on a Spice, on a Blockchain Capital. On a des vraies opérations, elles datent toutes de 2018. C'est des vrais sujets. Alors ça concerne qui? Initialement, les ICO, encore une fois, sortons de ce sujet, c'était un droit d'usage sur un truc qui n'existait pas encore vraiment avec un white paper. Tout ça, c'est fini. On est dans la vraie finance. Ça concerne qui, les premières opérations? Alors, quelques entreprises du secteur qui ont levé des fonds en permettant aux investisseurs d'obtenir des droits financiers, souvent un droit à un revenu, ou un token as equity. Donc, de plus en plus, les interlocuteurs avec lesquels on discute, c'est des vraies entreprises et essentiellement des venture funds qui veulent lever des fonds en tokenisant leurs actifs, le real estate, beaucoup, des foncières, des compagnies qui veulent lever de la dette ou de l'equity, du private equity, et puis tous les acteurs des infrastructures, des commodities et de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a des actifs sous-jacents ou des droits financiers clairement identifiés avec des flux de revenus ou des parts d'actifs à tokeniser. Rapidement, disons que par exemple aujourd'hui il va être très compliqué pour une start-up de se lancer dans une STO finalement. Parce qu'il faut une entreprise déjà en place avec un minimum d'historique pour pouvoir justifier. Alors non, une start-up peut faire une STO. Est-ce que les investisseurs vont souscrire à ces actifs émis par une STO, émis par STO de cette start-up? C'est toute la question. On le voit, si vous avez investi en tant qu'investisseur professionnel ou business angel en pure seed ou en venture, globalement c'est de la loterie. Alors il y a des heureux, il y a des malheureux, mais globalement ce sont les portefeuilles qui performent le moins. Ici, nous, notre conviction, c'est plutôt que les acteurs qui réussiront les STO sont les foncières et les professionnels dans l'environnement des commodities et des infrastructures. D'accord, donc n'importe quelle startup peut faire une STO, mais ça ne sera pas forcément successful puisque les investisseurs vont pas suivre et vont suivre une entreprise qui a beaucoup plus d'historique. C'est un peu ça la conclusion. Pour être transparent, on est dans un environnement exploratoire, on est sur quelque chose de très nouveau. Les investisseurs regardent avec intérêt parce que souvent dans des portefeuilles qui n'ont pas beaucoup de rendement et ça intéresse à la fois ceux qui distribuent ces produits financiers et ceux qui vont y souscrire. La trésorerie d'entreprise aujourd'hui est très peu rémunérée. On est selon les durées de blocage entre quelques points de base et 1%, 1,5%. Sur les rendements de vos portefeuilles d'assurance vie, il y a très peu de rendements. Ici, on pense qu'il y a des produits financiers qui vont être mis avec des rendements supérieurs, ceux sur lesquels on travaille par exemple. On ne va pas rajouter en plus un risque lié à la réalisation, à l'exécution d'un business plan par une start-up. Nous, ce n'est pas notre conviction. Mais bien sûr, il y a des start-up qui réussiront très bien et qui font des STO. Mais on n'est pas sûr que ce soit la majorité des opérations. Alors, on parle du marché, il y a un élément qui est essentiel, on en parle très souvent, c'est tout ce qui tourne autour de l'écosystème. Parce que dès qu'on parle de blockchain, c'est toujours un peu complexe, un peu plus compliqué que ce qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'on vient superposer à l'écosystème traditionnel de l'émission de titres financiers un écosystème bien spécifique et puis des modalités bien spécifiques. On peut parler des broker-dealers, des courtiers pour la distribution, on peut parler des issuing platforms, alors ça tombe bien parce qu'on a un représentant d'une plateforme qu'on aime bien, partenaire, Tokeny, qui est une plateforme unique aujourd'hui par la maturité et la sécurité qu'elle apporte sur les opérations. Il faut faire de la communication, c'est une communication bien spécifique, il faut bien comprendre le sujet. The Blockchain Group est un acteur emblématique à ce titre. Je ne fais pas de la publicité, je dis simplement qu'on est dans des environnements complexes et qu'il faut se poser la question de bien comprendre comment ça se passe à chaque niveau. Le point du droit est un point clé, et DS Avocat est un acteur. On peut parler des banques, ben là c'est compliqué, on ne sait pas comment ça va se passer pour les STO en France. A priori, il n'y a aucune banque qui a dit nous, on va ouvrir des comptes pour collecter l'argent.
Aucune banque n'a dit on va le faire, aucune banque n'a dit on ne va pas le faire. On est en train de discuter avec plusieurs établissements bancaires, au moins, parce que c'est les sujets de l'AML et de KYC. Ici, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas d'Ether, on émet des titres digitaux, mais c'est une souscription en fiat. Donc on n'est pas très inquiet. Et puis avec la loi Pacte, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais ça ira sûrement mieux. Gros sujet également, le custody, donc la conservation des actifs. C'est pas un sujet qui est réglé en France. Pour vous donner des clés de compréhension toujours sur le marché des STO, on comprend que l'une des étapes clés, c'est l'issuing, c'est-à-dire l'émission, et il y a un onboarding avec AML, KYC, la souscription, le versement, le custody, la livraison des titres, donc tout le servicing. Ça, c'est la partie marché primaire, on émet les titres. Et puis après, il y a toute la partie marché secondaire. On est encore dans un environnement exploratoire. Ça veut dire concrètement que dans la quasi-totalité des cas, encore au moins pour les prochains mois, vous allez avoir des investisseurs qui vont souscrire des titres financiers, mais ils n'auront pas encore la liquidité. On l'a peut-être pas dit, mais qu'est-ce que viennent chercher les investisseurs? Du rendement, de la transparence, des coûts de transaction moins chers, comme toujours avec la blockchain, faster, cheaper, et puis plus safe, plus sécurisé. L'étape qui va être extrêmement importante, c'est les transactions, donc le marché secondaire, et c'est en train de se mettre en place. Et par rapport aux investisseurs, Paul, justement, tu dis qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils viennent chercher un rendement sur plutôt court terme, long terme? C'est quoi à peu près les... C'est au bout de 2 ans qu'ils viennent chercher un rendement sur un STO? C'est plutôt 3 ans, 5 ans, 6 ans? Aujourd'hui, les investisseurs avec lesquels on discute, déjà il y a une grande diversité. Traditionnellement, c'est plutôt les family office et les clients banquiers privés. Les institutionnels en tant que tels ne sont pas tout à fait là. Vous avez des fonds d'investissement qui se sont positionnés pour acheter des titres de security token. Il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des investisseurs qui veulent faire du buy and hold, il y en a qui veulent faire du buy and sell. Il y en a qui sont plus attentifs à du rendement et un portefeuille stable avec du rendement. Il y a tous les cas de figure, et c'est aussi l'une des forces des security tokens, c'est de pouvoir de créer une nouvelle classe d'actifs avec toute la diversité qu'on connaît, et même plus, parce qu'un security token, ça permet d'empiler des droits de manière très hybride, ce que vous n'avez pas aujourd'hui ni dans les bonds, ni dans les futurs, et qui sont souvent l'apanage des produits structurés, là pour ajouter en plus de la gouvernance et puis d'autres qualités. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais... Oui, c'était très clair. Merci. Tu peux finaliser un dernier point? Je pense qu'on est à l'aube d'une époque formidable, parce qu'on a vraiment une nouvelle classe d'actifs qui se met en place. On regarde ça à la fois avec un regard expert sur la blockchain et sur la crypto-finance. En même temps, nos interlocuteurs, ce sont des investisseurs traditionnels. Donc ça y est, il y a un vrai bridge qui commence à se mettre en place. Et il y aura sûrement une prime aux pionniers émetteurs et puis aux pionniers investisseurs. Et c'est une nouvelle classe d'actifs qui va bouger dans les prochaines semaines, très fortement, avec des vraies belles opérations qui vont se présenter. Et puis on va avoir 2-3 ans de forte évolution. Merci beaucoup, Paul. On va passer ici juste à côté à Daniel Coeur qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut émettre un token, un security token en Europe et quels sont vraiment les steps depuis le début, comment est-ce qu'on s'y prend. Ouais. Alors je vais peut-être revenir avec peut-être une approche un peu pédagogique. Je crois qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est vraiment qu'un security token. Qu'est-ce qui différencie en fait une action que vous pouvez tenir via votre banque avec un security token? Il y a des gens qui savent la différence. A priori, non, c'est peut-être bien de revenir par là. En fait, un security token, c'est un programme. Ce sont des lignes de code, en fait. Ces lignes de code permettent d'ajouter, en fait, toute une série de règles qui sont propres à cet asset. Aujourd'hui, tous les assets sont déjà dématérialisés. Vous n'avez pas les certificats chez vous porteurs. Je crois que ma maman doit en avoir des petites russes, là, c'était pas mal, mais c'était il y a 50, 60 ans. Aujourd'hui, on n'a plus d'actifs qui sont représentés par des certificats ou très peu. Donc la différence ici, c'est que ces titres en fait, qui sont dématérialisés sont représentés sur la blockchain. Évidemment, la blockchain, tout le monde le sait, c'est global. Donc on peut transférer ça de l'autre côté du monde en quelques minutes. Et évidemment, c'est rapide, c'est facile, ça ne coûte pas cher. Aujourd'hui, ces actifs digitalisés, c'était uniquement représentés sur des silos verticaux qui sont votre banque, qui sont la bourse, etc. Donc toutes les règles de compliance qui étaient propres à
à ces produits financiers étaient gérés par ces silos verticaux. Et pour pouvoir être listé sur une bourse, par exemple aux États-Unis, vous devez faire un prospectus. Et dans le prospectus, vous formatiez toutes les données de manière à une fois que ce titre soit listé sur la bourse, eh bien, vous pouvez s'échanger librement parce que tout était formaté. Aujourd'hui, avec la blockchain, moi j'ai une part représentative de ma société, j'ai un pacte d'actionnaires qui comprend plein de droits et obligations de ce genre de choses. Je vais les mettre en France, je vais la vendre à un investisseur au Japon. Toutes ces règles, en fait, elles doivent se retrouver quelque part. Et elles se retrouvent dans ces lignes de code. C'est ça, en fait, un security token. D'accord ? Évidemment, il y a plusieurs choses pour en arriver là. Il faut déjà comprendre quel type de produit vous allez émettre. Il faut savoir comment vous allez le structurer, quels sont les droits qui vont être associés, quels sont effectivement les pactes d'actionnaires. Donc tout ça doit être effectivement déjà préparé par une équipe, des gens comme Paul, des gens comme Thibaut, qui vont structurer le projet. Et une fois que ce projet est structuré, il vient chez nous. Et nous, en fait, on va mettre en place tous ces éléments et on va coder en fait ces éléments dans cet instrument, dans ce programme. En fait. Évidemment, l'idée, c'est que de votre point de vue, ces instruments, ils doivent être plus compliqués que d'acheter un titre auprès de votre banque. Donc notre rôle, c'est vraiment de mettre tous les bons outils et toutes les bonnes interfaces en place pour que finalement, vous continuez à vous comporter comme vous faisiez précédemment et que ce titre soit distribué sur la blockchain ou ailleurs, ce n'est pas votre problème. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est de mettre des plateformes d'émission qui vont permettre finalement à n'importe quel investisseur de faire ce qu'on appelle un onboarding, donc d'aller se présenter, d'aller donc mettre en place les bons disclaimers en fonction du type d'instrument, en fonction du type d'investisseur. Vous identifier évidemment, ces fameux KYC, donc vous allez pouvoir vous identifier, c'est quand même quelque chose de très important. Donc on a souvent approché à la blockchain que finalement on ne connaissait pas qui était derrière. Dès le départ, en fait, Tokeny a pris le parti de faire passer des KYC, même pour les utility tokens. Donc vous allez vous identifier. Une fois que vous êtes identifié, vous allez sur la plateforme, sélectionnez l'instrument que vous voulez acheter et dans quel montant vous voulez acheter. Et puis une fois que vous avez terminé ce processus, on va créer donc ces tokens. Après, ces tokens vont être émis et ces règles de compliance doivent être suivies. Donc on a développé des solutions qui vont permettre en fait, de tracer en fait, la vie de ces tokens et à tout moment de savoir ce qui se passe dessus et éventuellement donc, de faciliter, de restreindre des transactions. Alors, ces transactions pourraient être restreintes parce que, par exemple, l'acheteur n'est pas identifié, ou bien parce que cette émission est soumise à ce qu'on appelle un lock-up, donc une période durant laquelle vous ne pouvez pas revendre le token, ou bien, si vous êtes résident iranien, vous n'avez pas nécessairement envie d'aller vendre en tant qu'investisseur américain le token d'un résident iranien. D'autant qu'une fois qu'il est transféré, normalement, le transfert de propriété s'opère. Donc, il y a encore des problèmes qui sont liés à ça. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des outils qui vont permettre d'assurer donc la traçabilité, mais également de pouvoir donner l'information à l'émetteur de qui sont ses investisseurs, de tenir en permanence le registre d'actionnaires. Alors ça, c'est un point très important. Pourquoi je le mets en avant? Parce qu'aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'histoires du pauvre gars qui avait eu la chance d'investir dans un bitcoin il y a quelques années, et puis qui a tapé son vieil ordinateur au bac, et qui maintenant continue à fouiller les poubelles parce qu'il a perdu sa clé privée. Et son ordinateur vaut des milliards, et finalement, tout le monde se retrouve sur tout tas d'ordures en train de chercher son ordinateur. Aujourd'hui, à partir du moment où vous gardez en permanence le registre d'actionnaires, je sais effectivement qui détient ses parts. Si vous perdez votre clé privée, c'est pas un problème. Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc à tout moment, je peux brûler le token et émettre de nouveaux tokens. Ne vous tracassez pas si vous perdez votre clé, ce ne sera pas un problème. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est un point très important, puisque le régulateur ne va jamais accepter qu'on va émettre des titres financiers qui, à un moment donné, peuvent disparaître dans la nature. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Donc nos solutions, en fait, ont pour objectif de rendre accessible à n'importe quel type d'investisseur ce nouveau marché, d'assurer que tous ces programmes sont bien écrits, respectent les règles en vigueur en termes de compliance, en termes de restrictions, en termes de pacte d'actionnaires, de pouvoir les suivre, les monitorer et de pouvoir en permanence tenir ces registres à jour. Et le dernier point, bien entendu, ces instruments financiers, ça reste les mêmes que vous achetez aujourd'hui, simplement ils sont présentés sur des tokens. Donc les obligations et droits qui étaient liés à ces titres restent d'actualité. Donc si vous avez des corporate actions à faire, donc de distribuer des dividendes, toucher des revenus, envoyer des assemblées générales, tout ça doit toujours continuer à être fait. Et donc nous développons les solutions de nouveau qui vont permettre de gérer toutes ces corporate actions et de nouveau de rendre ces produits financiers accessibles de manière la plus simple possible pour vous. Voilà. Daniel, du coup, est-ce qu'on peut dire que vous rendrez un peu la partie technique, cette partie un peu de blockchain, de smart contract et tout ce qu'on peut trouver autour de la blockchain pour émettre un security token invisible pour vos clients? C'est quelque chose que vous faites? C'est bien dit ça. Oui, je pense que c'est ça en fait. En tout cas, l'idée c'est que ce ne soit pas un tracas pour vous.
Bien entendu, il y a une complexité derrière. C'est évident qu'il y a des règles de compliance qui sont différentes de pays à pays. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une émission en Finlande avec un client qui s'appelle MASH, et on a travaillé pendant quelques mois avec leur avocat local. Il y avait une obligation, par exemple, de collecter en fait un document prouvant que l'investisseur avait payé son Apple Stamp Duty, donc une taxe sur l'opération, et sans la collecte de ce document, on ne pouvait pas déboucler en fait l'opération. Donc effectivement, l'idée c'est de mettre en place, de comprendre tous ces process et de faire en sorte que de votre point de vue, bien, comme je l'ai dit précédemment, vous continuez à pouvoir accéder à ces produits de manière tout à fait transparente et facile. D'accord. Et du coup, la plateforme s'adapte partout dans le monde ou c'est qu'en Europe? Ça c'est le vrai challenge. Je pense que c'est la vraie valeur ajoutée aussi d'une solution comme la nôtre, c'est d'assurer ces coûts de compliance au niveau global. Et c'est en ça qu'une plateforme comme Tokeny va vraiment apporter une valeur ajoutée dans le marché, puisque même si on peut imaginer que d'ici peu de temps il y aura des exchanges, il y a beaucoup qui sont en train de se positionner, un exchange n'est pas fait pour appréhender ces règles de compliance au Japon, en Corée ou aux États-Unis. Un exchange, généralement, il focalise sur son marché, il fait des trades sur son marché, et nous rajoutons ces éléments en fait, de compliance qui vont permettre à ces tokens de circuler et à ces exchanges de finalement se focaliser sur leur cœur de métier, qui est effectivement de faciliter ces transactions sur leur exchange. Merci beaucoup Daniel, et c'est pour ça qu'on a Nathalie avec nous ce soir, on peut lui passer le micro pour nous parler un peu de comment ça se passe aux États-Unis, parce que finalement c'est pas forcément plus compliqué de faire une issue aux États-Unis que ce qu'on peut penser depuis l'Europe. Parce qu'on a un peu une image de, disons, que le gouvernement américain est un peu plus complexe et un peu, disons, un peu peur de tout ce qui est émission de token et ce qui s'ensuit. Non, c'est vrai, je vais commencer par parler un petit peu des idées fausses sur le marché américain. Tout le monde dit qu'il faut éviter les États-Unis à tout prix, que c'est fermé pour le business parce que c'est trop compliqué, c'est trop flou, mais ça, c'est pas vraiment la vérité. C'est que si vous vendez un token pour lever des fonds, pour créer une entreprise avant que l'entreprise ou la plateforme soit construite, et au moment de l'achat, l'investisseur ne peut rien faire avec ce token, ça, c'est une sécurité sous la loi américaine. Mais de l'autre part, si vous avez une entreprise qui fonctionne déjà, qui est active, et si vous vendez un token destiné à payer des biens ou des services, par exemple, ou à accéder à votre plateforme, ce type de token n'est probablement pas une sécurité, parce que sa fonction primaire n'est pas de mobiliser des capitaux. Alors, il y avait une déclaration en février dernier qui a été entendue autour du monde. C'était le président de la SEC, the Securities Exchange Commission. Et le président, elle a dit, moi je pense que chaque ICO que j'ai vu est une sécurité. Mais cette déclaration doit être vraiment prise en compte au moment où elle a été faite. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça que tout le monde faisait les ICOs. Alors, que dit-on vraiment par Security Tokens aux États-Unis? Alors, en vertu de la loi américaine, il y a 3 types différents en général. Premièrement, il y a des actions qui sont émises sous forme de tokens, qui sont réglementées comme toute autre vente d'actions aux États-Unis. Deuxième, il y a certains titres de dette qui tombent sous la définition de sécurité et ils seront également traités comme des sécurités en vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières. La troisième catégorie, c'est un contrat d'investissement. Et ça, c'est une catégorie diverse, mais ce n'est pas une sécurité au sens traditionnel, parce qu'il ne confère peut-être pas un droit spécifique à un revenu à une personne, mais comme il a un retour potentiel pour l'investisseur, il est quand même traité comme une sécurité et il est soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières. Alors, par exemple, si vous vendez un token et vous n'avez pas construit votre entreprise, même si vous dites, bon, en temps, mon token sera utilisé comme une utilité, mais maintenant nous construisons la plateforme pour l'année suivante. Alors, maintenant, tenez-le ou échangez-le. Mais ça, c'est un intérêt spéculatif. Donc, ce token, c'est en sécurité au moment d'achat. Alors, même si en temps, il deviendra un utility token, parce que l'acheteur a investi de l'argent avec une attente de profit s'appuyant sur l'expertise en gestion des autres. C'est un contrat d'investissement, même si le monde de tech les décrit comme des utilités. Il y a des autres idées fausses. C'est que c'est beaucoup plus compliqué à lancer un security token qu'un utility token aux États-Unis. Mais un security token ne nécessite pas plus de travail au point de vue de la divulgation d'infos, par exemple. Alors, l'idée que vous n'avez pas besoin de documents de divulgation compliqués parce que c'est un utility token, ça, ce n'est pas correct. Quoi qu'il en soit,
vous avez besoin d'un document de divulgation vraiment robuste, parce que les États-Unis, c'est comme ça. Vous avez également besoin d'un contrat d'achat efficace comportant les conditions générales que les investisseurs peuvent souscrire. Par un autre exemple, de plus, être un security token ne signifie pas nécessairement qu'il doit être approuvé par le SEC non plus. Si le token est délivré en vertu d'une exemption d'enregistrement, il n'y a aucune approbation de la SEC qui est requise. Alors maintenant, il y a la question de liquidité. Alors lorsqu'on tient le token pour échanger un security token qui est exempté, qui sont émis conformément aux lois sur les valeurs mobilières américaines, après une période de blocage appropriée, alors si le token est tenu par un Américain, c'est 1 an. Et si c'est tenu par un étranger ou un étranger, c'est 3 à 6 mois. Alors après cette période de blocage, celui qui tient le token peut vendre le token en conformité avec les règles de placement privé. Mais le problème ici, c'est que les échanges privés ne sont pas très efficaces, toujours pas. Mais il y a quelque chose, c'est un véhicule qu'on utilise aux États-Unis et au Canada, ça s'appelle un ATS. C'est un Alternative Trading System. Et les ATS peuvent négocier des securities cotées sur les bourses nationales, mais ne sont pas enregistrées comme des échanges. Alors, un ATS est un moyen potentiellement efficace de négocier les titres exemptés, y compris ceux qui sont sous forme de tokens. Alors, il y a bien sûr de nombreuses entreprises crypto qui cherchent maintenant à acquérir des licences ATS pour inscrire des security tokens en conformité avec les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Par exemple, Overstock, c'est très bien connu. Et Overstock a déjà une licence ATS qu'ils utilisent pour permettre leur compagnie token T0 de créer un échange de security tokens. Vous étiez tout à l'heure en train de parler des sujets disciplinaires, effectivement, qui, quelque part, peut susciter un certain nombre de risques, à la fois civils et pénaux, et c'est la raison pour laquelle, en tant que juriste, on ne peut que recommander un travail en profondeur de prudence, sécurité dans les qualifications. Aujourd'hui, les cryptoactifs ne sont pas vraiment définis par la réglementation. On n'a qu'une définition en fait dans la réglementation. Ça concerne les monnaies virtuelles et cette définition en fait elle est donnée pour les questions de lutte contre le blanchiment de capitaux. Pas de définition concrètement d'un régulateur, d'un législateur, tout le monde européen, concernant les security tokens. Alors, au-delà de capter votre attention et de garder votre concentration sur ces sujets juridiques, pourquoi on se pose la question des qualifications? Elle est importante, cette question des qualifications, parce que le régime juridique qui va être appliqué aux security tokens dépend de cette qualification, justement. Alors, la qualification, c'est quoi? C'est d'abord la qualification de l'instrument lui-même. L'instrument lui-même peut relever d'une catégorie qui est connue, par exemple un instrument financier, et donc il va obéir à des règles particulières en tant que tel, en tant qu'instrument. Le deuxième aspect du régime, c'est celui de l'ensemble des actes, des actions autour de cet instrument. Donc je prends un exemple, le fait d'émettre un titre. L'émission d'un titre, il y a un régime spécifique, tout dépend du titre dont il s'agit. Tout à l'heure, Thibault vous parlait du régime, entre guillemets, de ce qu'on appelle le placement privé. Eh bien, à l'intérieur du placement privé, il y a pas mal de questions à se poser. On peut parler des exemptions en dessous de 1 million, au-dessus de 8 millions. On peut même en citer une autre, quand on n'est pas de 2,5 millions d'euros. Mais tout ceci dépend de la question de savoir si on est en présence d'un titre qui est déjà émis, qui n'est pas émis. Bref, il faut comprendre la situation, savoir en présence de quel instrument on est pour savoir quel est le régime applicable au titre de l'émission. Ce n'est qu'un exemple. Deuxième exemple, la commercialisation. On ne commercialise pas de la même façon une valeur mobilière, un instrument financier à terme. On va regarder notamment le risque de perte associé à l'investissement dans un instrument comme celui-ci et les règles sur le démarchage typiquement ont vocation à s'appliquer avec du pénal derrière et du pénal qui est lourd. Également, la question des échanges sur des marchés secondaires. Vous en avez parlé, je ne vais pas revenir dessus parce que les questions qui se posent sont à peu près identiques de ce côté de l'Atlantique. L'intervention d'un dépositaire central pour entrer dans la technicité.
Si on est en présence de titres cotés, on va avoir recours à un dépositaire central, ce qui n'est pas le cas des titres qui sont des intermédiaires non cotés. Également, les reportings aux régulateurs sont des choses qui sont encadrées, qui peuvent poser un certain nombre de questions techniques, notamment du point de vue du fonctionnement d'une blockchain et du reporting automatisé qui doit être fait à un régulateur. La question des abus de marché, est-ce qu'on est dans le scope ou est-ce qu'on n'est pas dans le scope? Bref, la liste est encore longue. Autre élément qui est important sur la question de la qualification, c'est celle de la garde et de la conservation des actifs. On en a un petit peu parlé, mais c'est un sujet très important. Par exemple, si l'on raisonne sur des fonds, en matière de fonds, il y a un rôle spécifique qui est donné au dépositaire. Il conserve les avoirs, les actifs du fonds dont il est le dépositaire. S'agissant de tokens, la question elle se pose. Et la question de la garde, de la conservation va se poser différemment selon le type d'instrument, la qualification qui aurait été retenue. Alors comment qualifier? La première question qui est très importante, et on ne l'a pas assez évoquée encore, donc je vais en dire juste un tout petit mot, c'est de se demander quel est le droit applicable. Quel est le droit applicable au sens quelle est la juridiction, le droit de quelle juridiction a vocation à s'appliquer, ou de quelle juridiction au pluriel le cas échéant. C'est-à-dire qu'une émission de token qui va se faire en France et qu'en France où il n'y aura que des investisseurs français, on peut penser que ce sera le droit français. Mais une émission de token qui a vocation à s'appliquer partout au sein de l'Union européenne et également aux États-Unis, eh bien, il faudra se poser une question dans chacun des États européens pour ce qui est du non coordonné, mais également du droit américain, pour autant que les investisseurs américains sont visés. Donc ça, c'est un élément important, au-delà du droit que les parties peuvent choisir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des règles d'ordre public, des lois de police, qu'on ne peut pas ne pas appliquer. Frédéric, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas facilement avoir un investisseur asiatique qui investit sur un STO ou sur un token qui a été émis en France? La question de savoir si un investisseur asiatique on peut ou ne peut pas facilement, dès lors où il vient investir sur le territoire français, c'est son choix. Et donc c'est la réglementation française qui a priori a vocation à s'appliquer. En revanche, si on est allé le chercher en Asie, en ouvrant l'offre au territoire asiatique, là il aura fallu en amont se poser un certain nombre de questions pour savoir si oui ou non les lois locales ont vocation à s'appliquer. Très rapidement, sur le comment qualifier, l'idée c'est quoi? C'est de partir d'abord des catégories existantes. En tout cas, c'est la démarche du régulateur français et du régulateur européen quelque part. On part des catégories existantes, donc on se pose la question, est-ce qu'on est en présence d'un titre financier? Est-ce qu'on est en présence d'un instrument financier à terme? Est-ce qu'on est en présence de monnaie électronique? Est-ce qu'on est en présence d'une catégorie connue déjà par notre code monétaire et financier typiquement? Si on n'est pas en présence d'une catégorie connue, ben dans ce cas, on se demande quel régime appliquer sur une base volontaire, et c'est plutôt bien d'essayer d'encadrer autant que faire se peut en attendant qu'il y ait une réglementation européenne, typiquement pour l'Europe, qui se mette en place. Aujourd'hui, effectivement, on en a entendu parler, Thibault a écarté le sujet, il a bien raison, la loi Pacte créera, quand elle sera adoptée, la catégorie des jetons. Mais ces jetons, en fait, ce sont des jetons qui correspondent à toutes les catégories qui ne sont pas déjà connues. Typiquement, si on est en présence d'un type financier, on ne sera pas en présence d'un jeton de la loi Pacte. C'est-à-dire ceux qui sont visés par les ICO ne sont pas ceux qui qualifient d'instruments financiers, typiquement. Donc on les laisse de côté. Juste pour que vous ayez une vision à peu près claire de ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a en France et en Europe? En Europe, on a, au plan coordonné, bien évidemment, rien, à part la lutte contre le blanchiment de capitaux. En France, qu'est-ce qu'on a? On a un projet de loi, c'est le projet de loi Pacte, dont on a parlé, avec la création de jetons, l'encadrement des ICO, certains prestataires de services sur des actifs numériques, mais il faut le préciser tout de suite, ça concerne les monnaies virtuelles, et les jetons qui ne qualifient pas, justement, de security token. Et par ailleurs, cette loi Pacte a vocation à encadrer les investissements dans des fonds. Deuxième type de réglementation qui là existe aujourd'hui, c'est la réglementation relative aux mini-bons. Je ne ferai pas l'affront de développer les mini-bons aujourd'hui. Et la troisième réglementation, c'est celle des titres non inscrits chez un dépositaire central et qui ne sont pas non plus livrés dans un système de règlement livraison déclarée.
Et cette réglementation est pleinement en vigueur aujourd'hui, puisque le décret qui était attendu, tant attendu, a finalement été, avec beaucoup de retard, adopté le 24 décembre dernier. Qu'est-ce que permet effectivement cette réglementation? Elle permet d'inscrire dans une blockchain des titres qui ne sont pas inscrits chez un dépositaire central, et les effets sont équivalents à une inscription aujourd'hui que vous auriez dans un compte titre par l'effet de la loi. C'est-à-dire que la loi répute que l'inscription dans la blockchain vaut inscription sur un compte titre. Et ceci, bien évidemment, parce que ça créerait beaucoup de difficultés, sans modifier les droits existants des titres, sans modifier les obligations des parties, en particulier l'émetteur, sans modifier les garanties qui sont conférées aux propriétaires, c'est-à-dire aux actionnaires. Je vous le dis tout de suite, à mon sens, en tant que juriste, il y a encore pas mal de chemins et pas mal de questions, pas mal de chemins à parcourir, des questions qui se posent pour étendre l'utilisation de la blockchain au titre coté, cette fois, on n'y est pas encore, mais il y a une certitude, c'est que le train est en marche et qu'il ne va pas s'arrêter, donc il faut l'attraper, et je suis content que vous l'attrapiez tous ce soir dans cette salle, puisque vous êtes là, il y a manifestement de l'intérêt. L'imagination des praticiens qui dépassent celle des juristes, pour le coup, et les applications sont sans limite, ce qui rend du coup le travail du juriste particulièrement compliqué, et je vais laisser peut-être Marina illustrer la complexité du sujet. C'était une précision d'ailleurs que je pensais utile d'apporter, et vous faites bien de poser la question. Les Suisses ont une approche assez proche en fait des Américains. Ils estiment que quand un utility, au moment où il est émis, lors d'une ICO, la seule chose qu'on peut faire avec cet utility, c'est qu'en fait le vendre sur des plateformes d'échange et espérer un profit, ça devient un security, ce qu'ils appellent un jeton d'investissement. Grosso modo, c'est ce que les Américains disent, hein, on est d'accord, hein, c'est la même idée. Alors il y a le OI test qui est un peu plus compliqué, mais en gros c'est la même philosophie. On n'a pas cette philosophie dans l'Union européenne, on sent que ça déplaît à l'ESMA, mais l'ESMA s'est senti un peu coincée quand même, et donc elle n'a pas été jusqu'à dire on va faire comme les Suisses ou comme les Américains, elle n'a pas été jusque-là, mais elle a dit on va, tout en taclant un peu les Français au passage, sans dire qu'ils avaient fait leur propre loi dans leur coin, en disant on va faire un truc sur mesure pour l'étude d'école. Et pour vraiment répondre à votre question, on n'a pas cette position aujourd'hui dans l'Union européenne. Maintenant, c'est un peu entre nous, hein, on est en famille ici, hein, on pourrait quand même sérieusement se poser la question, savoir si l'approche qui est adoptée dans l'Union européenne, mais plus que d'un point de vue économique, hein, d'un point de vue de bon sens, si elle tient la route, hein, un token qui ne sert que à générer des profits par un trading et qui ne sert à rien d'autre, et surtout qu'on sait que dans peut-être, disons quoi, 80% des cas, il ne servira à rien d'autre qu'à ça, on peut légitimement, c'est pas choquant, hein, de se poser la question de savoir si il ne devrait pas être considéré comme un security token. On n'en est pas là dans l'Union européenne. On peut débattre pendant des heures, mais l'ESMA n'a pas été jusque-là. Et les règles. Alors on pourrait prendre l'exception de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a des textes nationaux sur les titres financiers que la BaFin a appliqué au token. Donc il y a un débat en Allemagne. Il y a maintenant une décision allemande qui a remis un peu en question ce que la BaFin disait. Donc mettons l'Allemagne un peu entre... Il y a un débat en Allemagne, mais d'un point de vue général, on ne va pas aller dans cette voie-là en Europe. On peut le critiquer cette position, mais on ne le fera pas. Alors juste, comme je tiens le micro, je vais le garder pendant encore 2 minutes. Et je vais quand même, juste pour la clarté, je pense que c'est important qu'on a ce genre de débat d'essayer d'apporter de la clarté, même si c'est un peu high level. Juste vous apporter peut-être une vision de comment je pense que la crypto-finance va évoluer. C'est toujours périlleux de faire des prédictions. Mais on va dire les grandes tendances de la crypto-finance, et pour remettre dans le contexte les security tokens. Je pense qu'aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui dans la crypto-finance, permettra peut-être d'avoir d'autres questions après. Là où on en est aujourd'hui dans la crypto-finance, après avoir connu les derniers mois qui ont été un effondrement du marché des crypto-monnaies, après une frénésie des ICO qui a duré à peu près 2 ans, aujourd'hui où est-ce qu'on en est? Et quelles sont les tendances qu'on voit émerger? Les security tokens, c'est une des tendances. La première tendance, on va en parler, c'est les security tokens. Logique.
Pourquoi est-ce que le marché maintenant s'intéresse aux security tokens? C'est pas qu'une question juridique, puisque comme on l'a dit, en fait en Europe on est plutôt dans un contexte favorable aux ICO. Hein? On n'est pas dans le même contexte qu'aux États-Unis, on est dans un contexte favorable. La plupart des ICO ne sont pas régulés. Donc ce n'est pas une question de régulation. C'est vraiment une question de correction du marché à un moment donné, et où les investisseurs sont aujourd'hui à la recherche de tokens qui ont des sous-jacents et qui se rapprochent en fait de ce qu'on connaît de la finance. On ne va pas réinventer la finance, qui a pris à peu près 100 ans à maturer. Et donc, on demande des sous-jacents qui ressemblent à ceux qu'on connaît. Mais avec les avantages de la blockchain. Et les avantages de la blockchain, c'est quoi, fondamentalement? C'est 3 choses. C'est 1, vous pouvez fractionner. Vous pouvez fractionner ce qui avant n'était pas fractionnable, même presque à l'infini. Donc, ça vous permet d'imaginer un boursicotage en ligne à 3 € sur n'importe quel type de sous-jacent. C'est la compliance embedded, totalement intégrée, c'est ce que disait Daniel, et ça permet d'économiser énormément d'argent. Et c'est la liquidité. Alors la liquidité, disons un mot sur la liquidité. La liquidité, elle n'existe que si il y a une possibilité de revendre ces titres. C'est logique ce que je dis. Et on peut le faire grosso modo de 2 manières. On peut le faire en OTC ou en peer-to-peer, ce que la blockchain permet de faire facilement, ou on le fait en mode multilatéral, c'est-à-dire en organisant un marché avec des acheteurs et des vendeurs qui se retrouvent autour d'un carnet d'ordre, un carnet d'ordre qui est tenu par une entité qui tient ce carnet d'ordre. Et dans ce cas-là, aux États-Unis, ça s'appelle un ATS, et en Europe, ça s'appelle en anglais un Multilateral Trading Facility, un SMN en français, système multilatéral de négociation, un MTF en anglais. Et aujourd'hui, c'est évident que s'il n'y a pas un marché secondaire qui est légalement autorisé à trader des tokens qui vont être considérés comme des titres financiers, il n'y a pas de marché primaire, ou en tout cas un marché primaire qui ne peut être qu'embryonnaire, qui ne peut être qu'expérimental, ou limité à des investisseurs très sophistiqués dans un premier temps, qui, parce qu'ils sont sophistiqués, sentent l'opportunité et se disent « Ok, moi je sais qu'il n'y a pas de marché secondaire, mais je vais attendre quelques mois, parce que je sais qu'il arrive. » Mais ce n'est pas le grand public, vous ne pouvez pas embarquer le grand public dans un marché primaire, avec des STO, si vous n'expliquez pas clairement à ce public qu'il existe un marché secondaire. Vous me suivez? C'est logique ce que je dis. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, en Europe, de marché secondaire légalement autorisé pour trader les security tokens. Mais ça va arriver en 2019. Quand on s'intéresse à l'évolution, enfin à l'actualité, on voit 3 tendances sur le marché secondaire en Europe. Première tendance, au moins 4 ou 5 grandes bourses européennes ont annoncé qu'elles allaient trader des security tokens. En commençant par Euronext, qui l'a annoncé en septembre. Lourd comme tendance. Il y en a au moins 4 ou 5, la Deutsche Börse, Stuttgart, ça vient de tomber, Londres, SIX en Suisse, au moins 5. Au moins 5 bourses majeures ont annoncé qu'elles allaient trader les security tokens. Première tendance. Deuxième tendance, c'est les exchanges crypto. Les exchanges crypto, les gros exchanges crypto, qui ont des centaines de milliers ou des millions de clients, tous, sans exception, bouchent sur les security tokens. Tous. Peut-être que des exchanges décentralisés, plus petits, moins de liquidité, n'y vont pas ou pas encore, mais tous les grands exchanges, sans aucune exception, vont bouger sur les security tokens. Tous. Alors, beaucoup ne se rendent pas compte encore de la complexité qui les attend, au niveau réglementaire. Mais vous n'entendrez pas un seul crypto-exchange de taille significative au niveau mondial qui n'ait pas ce discours en disant « Bien entendu, on va aller sur les security tokens et on prendra les licences qui s'imposent. » Deuxième tendance lourde. Troisième tendance, c'est vous avez un foisonnement pour le moment de projets en mode start-up qui s'attaquent au marché secondaire des security tokens en prenant parfois des licences de type LTF, comme je disais, qui sont en fait, entre guillemets, la bourse du pauvre, et qui permet, c'est l'équivalent de l'ATS aux États-Unis, qui permet
de faire du multilatéral, donc carnet d'ordre multilatéral, sans être un marché réglementé, sans être une bourse, et une myriade d'acteurs qui sont en train d'offrir des briques de tout cet écosystème qu'on appelle parfois post-trade, avec des solutions on-chain qui sont là pour disrupter justement ce marché du trading. Donc ça, c'est la première grosse tendance lourde du marché crypto. Les security tokens avec un marché secondaire qui n'est pas encore structuré légalement, mais qui arrive en 2019. La deuxième grosse tendance des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. J'en parle parce qu'on avait le président de la Stablecoin Foundation qui devait venir, Alexander est tombé malade, il s'excuse, et donc je vais pas parler à sa place, mais c'était pour qu'il nous explique la tendance lourde des stablecoins. Deuxième tendance lourde de la crypto-finance, les stablecoins. C'est lié à notre sujet. C'est lié à notre sujet. Parce que certains so-called stablecoins pourraient être des security tokens. Et c'est quoi un stablecoin? Un stablecoin, c'est tout simplement une crypto-monnaie ou un crypto-actif, une crypto-monnaie qui, par certains mécanismes, est stabilisée, dont le cours est stabilisé, pour pouvoir l'utiliser dans sa fonction monétaire d'échange, d'unité de compte. Parce que si vous avez une crypto-monnaie, c'est comme hyperinflation. Si vous avez une crypto-monnaie qui est trop volatile, vous ne pouvez pas vendre quelque chose dans cette crypto-monnaie-là, que le lendemain, elle aura un prix différent. Et donc, ça bloque plein de développement on-chain, de l'économie on-chain. Vous ne pouvez pas être dans une économie purement on-chain si vous avez des crypto-monnaies trop volatiles. Ça ne marche pas. Donc, vous avez le phénomène des stablecoins, et là, très brièvement, vous avez des stablecoins qui sont dont la stabilité est garantie par son adossement à une monnaie nationale, c'est le plus simple. C'est ce que vous avez certainement entendu dans la presse avec des Tether, etc., qui sont d'ailleurs assez critiqués, peu importe, et où le stablecoin, c'est un stablecoin égale 1 euro ou 1 dollar. Voilà. Et d'ailleurs, en droit, chez nous, en Europe, ça s'appellera certainement de l'émission de monnaie électronique, mais ça, c'est pour la petite parenthèse juridique. Ou alors, vous avez des stablecoins qui sont adossés eux-mêmes à des crypto-monnaies, ou vous avez des stablecoins, ce qui pour moi est une évolution très intéressante, c'est des stablecoins qui sont gérés par une intelligence artificielle à travers un smart contract. C'est-à-dire, fondamentalement, la stabilité d'un cours, c'est lié à l'adéquation entre la supply et la demande, entre le besoin de volume de monnaie et le vrai volume de monnaie, ce qui est disponible comme monnaie. C'est l'adéquation. Les banques centrales sont là pour garantir qu'il y a toujours assez de monnaie par rapport aux besoins de l'économie, ni trop, ni pas assez. Et là, avec la technologie blockchain, comme on a une traçabilité de tout, qu'on a de l'intelligence artificielle qui arrive, des smart contracts qui peuvent tout gérer, on peut très bien imaginer aujourd'hui des monnaies, y compris des monnaies nationales, qui soient gérées de manière complètement différente, plus de manière pyramidale par des banques centrales, mais de manière parfaitement horizontale par un système de registre distribué. D'accord? La troisième grande tendance, et là, je vous invite à y faire attention parce que c'est un vrai enjeu de société, et on n'en parle jamais, ou très peu, c'est la troisième tendance, c'est les blockchains qu'on appelle Zero Knowledge Proof, qui ont mauvaise presse. Troisième tendance. Là, je vous demande de faire attention à ça. Parce que, avec la blockchain, et c'est comme avec Internet, Internet avait des promesses, on ne les a pas vraiment tenues. Google, Uber, etc. On n'avait pas imaginé ça il y a 20 ans. Il peut arriver la même chose avec la blockchain. Je vais vous donner un exemple ultra parlant. Un client du cabinet a reçu, il y a 6 mois, un avis d'imposition d'office de son administration fiscale, c'était Israël. Pourquoi? Parce que la fisc israélien utilise ce qu'on appelle une chain analysis, qui est un logiciel qui fonctionne comme les logiciels Big Data. C'est-à-dire qu'il analyse toutes les transactions sur la blockchain Bitcoin ici, et l'algorithme fait des corrélations entre les adresses publiques qui sont visibles sur la blockchain publique et permet de remonter aux personnes qui sont derrière les transactions avec aujourd'hui des niveaux d'efficacité qui sont très très élevés. Et parfois même faire des corrélations avec des adresses IP.
Et donc aujourd'hui, le Bitcoin, ce n'est plus du tout la blockchain confidentielle que beaucoup de gens croient qu'elle est. Les spécialistes ici de la blockchain, qu'ils me reprennent si j'ai tort, mais honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez faire du blanchiment de capitaux, faites-le avec le système bancaire. Je vais peut-être choquer les banquiers qui sont ici. Je ne parle même pas des valises de dollars, hein. Je vous parle du système bancaire. Si vous voulez faire du blanchiment, allez au Panama, etc. Il y aura des fluides, Wikileaks, je ne sais pas quoi, de temps en temps, ok. Mais en gros, ça marche mieux. Ça marche mieux, oui, j'assume. Et ça marche beaucoup mieux que Bitcoin ou que les grandes blockchains publiques qu'on connaît. Le Zero Knowledge Proof, ce sont les nouvelles blockchains qui permettent de faire des transactions comme du cash, sans qu'on puisse voir les adresses publiques, les clés publiques qui identifient, pour parler simplement, les transactions. Donc on ne peut pas tracer les transactions, c'est la cryptographie très élevée, on ne peut pas tracer les transactions sur ces blockchains. Elles s'appellent Monero, Zcash, Dash, et de nouvelles qui arrivent comme BIM, Dusk, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la CNIL vient de dire à demi-mot, mais c'est clairement dit quand même, qu'elle n'aimait pas ces blockchains comme Bitcoin et Ethereum à cause de ça, justement. Du fait que toutes ces adresses publiques se retrouvent dans le monde entier et qu'elle considère que ce sont des données personnelles. Oui. C'est pas ça le zéro knowledge proof. Mais Bon, écoute, moi j'essaie de simplifier les choses, parce que je ne comprends rien, je vous l'explique pas. Et c'est les principes qui sont importants aussi. Et donc la CNIL nous dit, j'aime pas ça, parce que ça pose un problème fondamental de respect de GDPR. Mais si on suit le raisonnement de la CNIL, ça veut dire que si il faut utiliser ces blockchains-là complètement anonymes pour respecter la vie privée, ça ne va pas plaire au fisc, ça ne va pas plaire aux juges d'instruction, au système étatique, etc. Donc il faut des blockchains qui respectent les deux préoccupations, et elles existent, elles arrivent maintenant. C'est des blockchains dont le rôle déjà le permet de le faire, et qui, sur on-demand, donc à la demande, permet de créer des audit trails, et où on rend visibles des transactions, mais uniquement au profit de personnes désignées. Dans un smart contract qui va être utilisé pour des security tokens, par définition il y a un KYC, par définition il y a un contrat qui gère la relation, et ce contrat il est parfaitement traditionnel. Alors il peut être électronique, peu importe. Mais votre question elle sera plus épineuse si vous êtes dans un smart contract où tout est complètement décentralisé et où les parties ne sont pas identifiées. Il n'y a pas de contrat papier qui est parti. Mais ça pourrait être le cas pour. Pas sur les security tokens. Non, parce que vous ne pouvez pas avoir des security tokens sans qu'il y ait ce qu'on appelle un onboarding qui permet d'assurer notamment le KYC à l'émec. Donc le respect, notamment le respect des obligations d'identification, il n'y a pas que ça. Mais donc vous ne pouvez pas dans cette hypothèse-là, c'est pas possible. Si après on peut investir sur un marché secondaire mondial, on ne sera pas couvert par tout ça. On achètera des security tokens qui auront peut-être été émis dans d'autres juridictions. Oui, mais le système permettra une intelligence qui permettra aux plateformes de trading de pouvoir offrir aux investisseurs uniquement les tokens qui leur sont destinés légalement. Merci. Pardon, juste pour ajouter un petit point, la force justement de cette digitalisation des droits, c'est que vous avez une totale transparence. Ce n'est pas nécessairement aussi visible qu'un bulletin de souscription qui va faire en page, mais dans les faits, entre un protocole d'investissement d'une société cotée, quand on va chercher tous les droits, il faut se taper le prospectus dans la langue du pays d'émission, et quand on est sur le secondaire en train d'acheter ou de vendre cet actif, il faudrait qu'on ait la connaissance de tous les droits, de tout le risk assessment, de tous ces éléments, et c'est-à-dire repartir du prospectus et puis rajouter toutes les couches des décisions de l'Assemblée Générale qui peuvent impacter cet actif, en l'occurrence cet equity, si c'est une action. Ici, avec la blockchain, et justement tout à l'heure j'ai entendu parler de la crise de 2008, la crise de 2008, on a passé dans une espèce de moulinette plein de produits et on a totalement perdu la trace du sous-jacent d'origine. La grande force de la blockchain, on ne l'a pas dit parce qu'on s'attache aussi à en voir les risques, c'est important,
Mais l'un de ces grands atouts à la blockchain et à ces actifs digitaux dans la blockchain, c'est justement d'apporter une totale transparence. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, au-delà de la liquidité, beaucoup d'investisseurs regardent parce qu'ils vont pouvoir avoir des portefeuilles totalement transparents. Ça va être simple, parce que vous avez des droits complexes, et même des droits sûrement plus complexes que dans d'autres actifs. Mais en tout cas, vous avez une totale transparence, et lorsque vous aurez un portefeuille d'actifs digitaux, vous serez en mesure de traquer la totalité des mouvements, la totalité des personnes qui ont souscrit depuis l'émetteur, depuis le premier souscripteur au marché primaire, et vous allez pouvoir suivre la totalité des informations, même si l'actif a été fractionné.